macarons, Petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abatture, bâton, casserole, en français. votre goûter parfumé à la langue française. La lecture. Comment est-ce que vous lisez? Vous avez déjà lu un livre à voix haute? Et en groupe? Avez-vous déjà participé à un groupe de lecture? Quelle est votre relation avec la littérature? Vous avez déjà participé à un concours de littérature comme écrivain, jury ou comme public? Eh bien, c'est le type d'expérience que le prix littéraire français Le Choix Goncourt Brésil ou FMG nous propose. Et aujourd'hui, on va recevoir Marie-Claire Menezes, professeure de français et étudiante de master dans les programmes de post-graduation en littérature de la faculté de lettres de l'Université fédérale de Minas Gerais pour nous expliquer comment ça fonctionne. On y va? Salut, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission. C'est un énorme plaisir d'être avec vous encore une fois. Comme d'habitude, je suis avec ma camarade Luisa Moraes. Comment ça va, Luisa? Coucou, ça va bien? Très, très bien. Et aujourd'hui, nous avons un invité très, très spécial qui c'est Clara. Comment ça va, Clara? Ça va bien, Adrien, merci. Et toi? Ah, très bien. Ça marche super bien. Bon, en fait, c'est un énorme plaisir de t'avoir ici aujourd'hui avec nous. On va parler d'un thème qui m'interpelle, en fait, que c'est le choix Goncourt. Mais avant de passer à ces points exactement, j'aimerais te poser une première question que normalement on pose à nos invités, que c'est, Clara, qui es-tu à la queue de la boulangerie? C'est-à-dire, comment tu te présentes au monde? Je suis celle qui est tout à fait impatiente dedans, mais qui fait semblant d'être complètement calme et d'accepter le chaos dans lequel se trouve le monde. C'est ça. Ah, voilà. Très bien. C'est la Joconde, quoi. Et après la fin du podcast, on va t'exposer au Louvre. Non, mais c'est tout à fait ça. Je maintiens le sourire comme si de rien n'était, mais dedans, je suis complètement morte et je veux tuer tout le monde. C'est ça. Ah, j'ai aimé. Oui, voilà, on a très bien commencé déjà. Alors, euh, Clara, je sais qu'actuellement tu fais des études dans le domaine de la littérature, mais en fait, quel est le thème de ton master? Qu'est-ce que tu étudies exactement? D'accord. Je choisis la littérature comparée, les études en littérature comparée, et moi, je fais une étude, pardon, comparée entre un auteur anglais qui s'appelle Lord Byron et un auteur français qui s'appelle Jules Amédée Barbet d'Aurevilly. Et bon, les deux ont la plus grande partie de sa production. Bon, Barbet d'Aurevilly, il est né au 19e siècle et Lord Byron, il est mort au début du 19e siècle. Et ce poète anglais a été l'un des plus importants et des plus plein d'influence dans les mouvements littéraires qui s'appellent le romantisme. Alors, il a été une présence très, très importante en France au début du mouvement et il a été vraiment l'une des premières grandes célébrités du monde littéraire. Et Barbet a été beaucoup influencé par lui. On dit qu'on ne peut pas utiliser ce mot
on peut plus utiliser ce mot, être influencé, parce que c'est devenu un tabou dans l'académie, mais moi, je l'utilise quand même. Il a été très influencé par Lord Byron. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la construction des figures des femmes dans ses œuvres. Il a été un complet passionné des femmes. Il disait qu'il avait 3 grandes folies. C'était le drama, les femmes et le sang. Alors, il était un écrivain des excès, de la passion et des crimes commis par des femmes principalement. Et le troisième, c'est le sang. Le sang, oui, le sang du corps, le sang du crime, vraiment. Oui. Et il était complètement passionné des passions extrêmes, des sensations extrêmes. C'était je sais pas, quelqu'un qui chérissait vraiment les passions et les images fortes et les images de force. Et moi, j'essaye de voir à quel point Lord Byron a justement influencé la construction de ces femmes. Et c'est ça. Wow. C'est cool. En fait, ça m'étonne parce que tu as déjà commencé avec une phrase assez romantique, au sens du mouvement littéraire romantisme même, hein, de ces sentiments internes très puissants. Et maintenant, tu viens de me dire que tu étudies ça, je ne savais pas avant. Et maintenant, je suis en train de penser que peut-être que tu as cherché un thème un peu pour étudier ce que tu es à l'intérieur aussi. Bon, je suis tout à fait d'accord. J'ai une amie qui dit « T'as pas le visage de ce que tu aimes, mais tu les aimes quand même. » Et c'est parce que dedans, je suis complètement... C'était un peu excessif, je pense. Mais je cache. Je cache très bien derrière mon sourire de Gioconda, c'est ça. De Gioconde. Parfait. Et maintenant, tu m'as fait penser à une chanson de Stromae qui dit « Tu me fais de la peine, mais je t'aime quand même. » Tu connais? Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Non, je ne connais pas cette chanson-là, mais j'ai simplement adoré la phrase parce que c'est le genre de relation, de liaison amoureuse qui m'étonne et qui me passionne en plus. Voilà. Un peu sucré, salé, un peu amer et sucré au même temps. Ah, c'est très beau déjà. Oui, voilà. Alors, c'est cool. Alors, on a introduit, n'est-ce pas, cet épisode en parlant du choix Goncourt, n'est-ce pas? Alors, on voudrait savoir comment est-ce que le choix Goncourt, il est apparu dans ta vie? Bon, je suis depuis toujours à la fac. Il me semble que je vais y mourir vraiment, parce que je suis depuis 10 ans déjà. Et j'étais à la 2e licence en 2019. Oui, 2019. C'était la fin de ma 2e licence, qui était déjà dans les domaines des études de littérature. Et l'une des profs qui avait été embauchée cette année-là, elle nous a proposé vraiment de participer à un projet. Et le projet était justement le choix Goncourt. C'était une initiative du choix Goncourt en partenariat avec les ambassades. Et ils ont créé cette version universitaire et pour plusieurs pays aussi. Alors, il y a le choix Goncourt universitaire Brésil, je ne sais pas, Russie, Italie, voilà. Il y a partout dans le monde. Et le plus intéressant et ce qui m'a le plus motivée, c'est que nous, seulement les étudiants, vraiment, seraient les jurés et iraient choisir vraiment le livre gagnant pour cette année-là, pour chaque année. Et ce livre gagnant, il serait
publié, traduit et publié au Brésil. Alors, c'était une opportunité vraiment pour des étudiants de faire partie, de participer à un jury littéraire, ce qui est assez rare dans l'académie, et en plus de voir le résultat de cette participation, de voir le livre qui a été lu être finalement traduit et publié et être connu dans les pays aussi. Et pour cette raison, à cause de cette invitation-là, le choix Goncourt est, on peut dire, entré dans ma vie. Ah, c'est cool, c'est super. Oui, c'est super cool. Euh, tu as dit que je vais juste faire un petit commentaire, mais tu as dit que tu penses que tu vas mourir dans la fac. J'espère que ce ne soit pas de tuberculose quand même, parce que sinon, ça sera très cliché. Non, mon cliché serait mourir de tuberculose dans un train au milieu de la Sibérie. Ça, c'était vraiment mon rêve. C'est vrai que tu as déjà pensé à ça? Non, au moment où j'allais faire mon voyage, c'est ce que tous mes amis disaient. Non, tu vas mourir dans un train au milieu de la Sibérie. Mais malheureusement, c'était pas l'hiver, alors ça ferait pas de sens. Ah non. Ça n'aurait aucun sens de mourir de tuberculose au milieu de la Sibérie en plein été. Alors, je suis revenue vivante. Oh mon Dieu, non. Là, non, je peux pas. Je déteste le froid. Je me refuse à mourir de froid, hein. C'est une chose que ça serait une morte terrible pour moi. J'aimerais mourir en été brésilien, en pleine chaleur, au carnaval, si possible. Le contraire, justement. Le vrai opposé, hein. Voilà. Tout à fait pas très romantique. Alors, Oui, non. n'est-ce pas, mourir de chaleur, ce n'est pas très romantique. Mais non, je suis pas du tout romantique. Je suis très tropicaliste, je pense. Plus tropicaliste que romantique. Ah oui, mais c'est très bon. Et en fait, tu as parlé de comment le choix Goncourt est apparu dans ta vie, mais peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas qu'est-ce que c'est le choix Goncourt, en fait. Est-ce que tu peux juste, en quelques mots, expliquer de quoi s'agit-il et pourquoi il est... Parce qu'en fait, pour un prix littéraire, avoir la puissance d'arriver dans d'autres pays du monde, c'est quand même une chose incroyable, hein. Être sponsorisé par l'ambassade et tout, hein. Tu peux nous expliquer en quelques mots, comment tu veux, qu'est-ce que c'est le prix? Bien sûr. Le choix Goncourt, c'est l'un des prix littéraires les plus connus, les plus célèbres, on pourrait dire aussi les plus charmants de la France. Je dis charmant parce qu'il délibère dans un café à Paris. Alors ça, c'est vraiment très charmant pour moi. Je le trouve très charmant. Et le début, par contre, le début du prix rappelle l'histoire de deux frères, les frères Goncourt, qui ont décidé de créer une bourse pour soutenir les auteurs débutants, les auteurs inconnus ou les auteurs qui en avaient besoin vraiment. Et ils ont commencé à fournir ces bourses pour des livres qui étaient élus, qui étaient analysés et élus par un petit jury. Et ça s'est commencé, je ne sais pas exactement quand, c'était le 19e siècle, 1850, 1853 à peu près, je pense. Et depuis ce moment-là, ils l'ont fait chaque année, presque. Et on est arrivé jusqu'au présent avec l'existence, la permanence de ce prix. Et aujourd'hui, il n'offre plus cette bourse, c'est prix vraiment en argent. Mais le plus important pour les auteurs qui participent, c'est vraiment la visibilité et l'opportunité d'être
d'être reconnus comme producteurs, comme auteurs des œuvres tellement valables qu'elles ont pu être élues par le prix Goncourt. Et il y a d'autres versions du prix. Ce n'est pas seulement le Goncourt officiel, mais il y a aussi la version des lycéens. Et il y a aussi pour la poésie, si je ne me trompe pas. Et ils ont finalement fait cette version universitaire pour être présents dans d'autres pays et pour avoir un dialogue avec les étudiants universitaires, avec la jeunesse. Ils sont vraiment intéressés à l'opinion de la jeunesse, des étudiants qui rentrent en contact avec la littérature, parfois pour la première fois, et aussi qui rentrent en contact avec le monde des prix littéraires et de l'analyse littéraire pour la première fois. Et voilà, c'est à peu près ça. Oui, cool. Et comment ça fonctionne, donc, le prix Goncourt universitaire, n'est-ce pas, à l'EFMG? Vous lisez des livres, après vous votez, enfin, comment ça se passe? Alors, de base, la proposition basique a été qu'on lise vraiment les livres de l'édition antérieure. Alors, 2021, on lit les livres qui ont été jugés et qui ont été élus l'année dernière. Et ce sont les 4 finalistes qu'on lit. Alors, il y a les 4 livres finalistes et ce sont ceux qu'on va lire pendant cette année du Goncourt Brésil. Et de base, ce qu'on devrait faire, c'est tout simplement de nous réunir, lire et discuter les livres, produire de fiches d'évaluation et à la fin, choisir parmi ce groupe-là, le groupe de notre université, de l'UFMG par exemple, 2 représentants qui iraient à São Paulo, par exemple, pour se réunir avec les autres universités participantes pour finalement délibérer et choisir le grand finaliste, les grands prix littéraires de cette année-là. Et enfin, oui, c'est 2019, si je ne me trompe pas, il y avait 10 universités participantes. Alors, bon, ça c'est publié en France et partagé, le choix Goncourt universitaire du Brésil, donc c'est ça? Oui, on peut trouver des informations sur le site de l'ambassade, des ambassades, n'est-ce pas? Le Campus France principalement, le site des ambassades et sur la page du prix Goncourt aussi. Ah, c'est cool. Et ces 10 universités sont de tout le Brésil, les fédérales de tout le Brésil, seulement les universités fédérales, il y a... Non, il y a de PUC aussi, mais c'est drôle parce que ce n'a pas toujours été facile pour les ambassades de trouver des universités qui veulent participer, parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts qu'il faut y mettre pour bien réaliser les tâches qui sont déterminées pour les groupes participants. Oui, j'imagine, hein. Et aussi, il faut avoir la langue française comme cours, hein. Ce n'est pas n'importe quelle université qu'il y a la langue française. Ce n'est pas n'importe quelle université de lettres qu'il y a la langue française. Généralement, nous avons portugais, anglais, portugais, espagnol. Donc, voilà. Oui, et en plus, il faut y avoir aussi des élèves, des étudiants avec un niveau B2, on pourrait dire, ou B1.2 minimum pour vraiment être capable de lire et analyser dans un niveau assez profond des œuvres littéraires et qui ont été vraiment écrites en français. Ce n'est pas de traduction vers le français ou de textes simplifiés, ce sont des œuvres littéraires françaises, francophones,
euh, qui doivent être analysés et doivent être jugés. Oui. Oui, oui, Et ça oui. fait combien de temps que vous avez commencé? Donc, tu as dit que c'était la prof, n'est-ce pas, qui avait euh, proposé. Mais c'était quand ça? En quelle année? Alors, la prof qui nous a proposé de participer au concours pour la première fois s'appelle Daniela Hirakawa. Elle venait d'être embauchée à l'université, si je ne me trompe pas, cette année-là ou l'année antérieure. Et on a commencé, l'UFMG a participé à ces projets-là la première fois en 2019. Et ça a été aussi la première édition du prix Goncourt au Brésil. Alors, Ah on bon. est là dès le début. Oui. Et d'après ce début-là, on n'a pas arrêté d'y faire partie. Alors, 2019, 2020, on l'a fait, on y a participé même pendant la pandémie. Et maintenant, 2021, on a quand même agrandi le projet en ouvrant, par exemple, l'option d'un club de lecture. Et aussi, on va proposer des activités au public extérieur à l'université. Et comment fonctionne dans la pratique même? Par exemple, si je fais partie du groupe, qu'est-ce que je dois faire? Comment fonctionnent les discussions? Vous limitez, par exemple, d'ici la semaine prochaine, on doit lire un chapitre, on va discuter ça. Comment ça fonctionne dans la pratique? C'est C'est intéressant. une information secrète ou tu peux partager avec nous? Parce que je trouve toujours c'est très mystérieux, hein, les jurys et tout ça. Non, à vrai dire, on apprend aussi. On apprend comment construire un club de lecture et comment faire que cela marche. Mais notre idée, c'est de rassembler un groupe de personnes, pas forcément de la fac de lettres, mais de partout dans le Brésil et de tous les domaines. Vous êtes tous bienvenus, vous qui voulez y faire partie. C'est chic, hein? Oui. Et on proposera de rencontres, peut-être chaque 15 jours, peut-être plus, mais il y a un numéro, ce sont 8 rencontres qu'on proposera. Et dans chacune de ces rencontres, on va discuter l'un des livres participants. Comme ce sont 4, il y a alors 2 rencontres pour chaque. Et les discussions ne sont pas forcément en français parce qu'on veut vraiment que tout le monde participe, même ceux qui n'ont pas un très haut niveau de français parlé, mais qui peuvent lire. La seule demande, c'est que chaque personne sache lire en français et puisse vraiment comprendre et juger ce qu'il ou qu'elle lit. Mais c'est ça, et tous les participants officiels, parce que pour participer au concours, il faut être étudiant à la fac. Alors, notre groupe du concours travaille comme des aidants à ces gens-là, toujours qu'ils auront des doutes ou qu'ils veulent des éclaircissements à propos de ce qu'ils lisent ou comment comprendre ce qu'ils lisent. Ils peuvent nous envoyer des messages ou je ne sais pas, avoir des rendez-vous avec nous. C'est ça. C'est cool, hein? Et je pense que c'est intéressant d'avoir la discussion en portugais même, parce que même si on sait, bon, on ne peut pas comparer notre capacité de discuter des choses complexes dans notre langue maternelle que dans une langue étrangère, même si on la parle très, 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 très bien, hein? Même moi, ça fait des années que je parle français, je discute mieux en portugais sans doute, hein. Et c'est une bonne idée en fait. Et c'est un beau projet, très joli. Oui, et parfois, quand les livres, ils sont très, très mauvais, tu veux les engueuler et parler très mal des auteurs ou des livres. Et c'est mieux de faire ça en portugais, bien sûr.
Oui, et je suis un peu curieuse en fait parce que je suis nulle en littérature contemporaine, française surtout. Et donc, je voudrais savoir quels sont, donc dès 2019, n'est-ce pas, quels ont été les auteurs, les œuvres. Parlez-nous un petit peu de ces œuvres, de ces Et livres. peut-être tu peux nous parler des gagnants des dernières années, si tu te souviens, ou sinon, quels sont les livres, les 4 livres que vous lisez en ce moment, dans cette année? Oui, bien sûr, sans aucun souci. Alors, en 2019, le gagnant a été Frère d'Anne. L'auteur s'appelle David Diop et c'est un livre assez petit, 100 pages, peut-être moins, pas plus, non, il a 100 pages maximum, mais assez puissant, qui parlait de guerre en Afrique et d'un des survivants et comment ça l'a changé profondément au niveau de le mettre un peu fou même. Ça a été une victoire unanime. Tout le monde, toutes les universités, tout le monde vraiment l'a vraiment appelé comme le gagnant depuis le début parce que c'est un livre génial. Et 2020 a été une année plus compliquée parce que je ne sais pas si l'ambassade va m'aimer pour dire cela, mais ça a été une année dans laquelle les livres ont été assez mauvais, on pourrait dire. Et c'est vrai, peut-être vous couper cela, mais c'est la vérité. Bon, c'est ce que tu veux, hein. Si tu veux qu'on coupe, on coupe. Non, pour moi, c'est pas grave, je peux laisser. Ok. Et Je laisse? bon, oui, vas-y. D'accord. Je l'ai dit, c'est ça. Et mais les livres. C'est l'opinion d'un jury, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est mon opinion. Salut, c'est Maria Clara et c'est moi qui l'a dit. D'accord? Ouais. Le livre n'était pas très bien, n'était pas très bon. Et on a élu un livre qui s'appelle Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Mais c'est de la fiction? C'est de la fiction. C'est de Oui, la fiction. déjà, il a un titre de master en sciences politiques, sociologie, je pense. Oui, c'est énorme. C'est énorme. On pourrait compléter en disant tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Tous les hommes, on dit tous les hommes. Oui, tous les hommes Salut, n'habitent pas tous les le monde hommes. de la même façon. Un abordage sociologique à propos de la vision kantienne de l'homme. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça marcherait parfaitement dans une fac de sociologie ou de philosophie. Mais ce livre-là, Tous les hommes, dont l'auteur s'appelle Jean-Paul Dubois. C'est un livre de mémoire, mais de mémoire fictionnelle. C'est un livre de mémoire dont le personnage principal raconte un petit peu pourquoi est-ce qu'il a été mis en prison. Et il raconte pourquoi est-ce qu'il se trouve dans cette situation. Je ne vais pas dire pourquoi, quelle est la réponse, parce que ça serait du spoiler. Mais c'est un livre qui se passe en France, après en Suède, si je ne me trompe pas, et après au Canada. Et c'est bien, on pourrait dire. C'est bien, mais on a beaucoup discuté, beaucoup bavardé vraiment, on s'est disputé à propos du choix de cette année-là parce que ça n'a pas été très facile. Ouais. Et oui. Oui. Au moins, il y a d'autres personnes, d'autres étudiants du Brésil, n'est-ce pas, qui vont. C'est pas seulement vous, hein, à l'EFMG, donc ça va, plus ou moins. Ouais, Ouais. ça va. On peut même dire non, ça a été le choix aux autres. C'est pas notre problème.
Et finalement, nous avons cette année-là, 2021, nos 4 finalistes. Le premier livre s'appelle Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, un livre sur les mariages polygamiques et sur les concessions. Oui, s'appelle Concession. C'est un livre intense, mais je n'en parle plus parce que je veux bien sûr que les gens le lisent et donnent leur opinion sans influence extérieure. Le deuxième livre s'appelle Thésée, sa vie nouvelle. L'auteur s'appelle Camille Toledo. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'on lit dans l'ordre. Et alors, on a lu le premier et maintenant, on commence la lecture de ce deuxième-là. Si je ne me trompe pas, il a été le livre gagnant du prix officiel. Non, ce n'est pas celui-là, pardon, c'est le prochain. Le prochain s'appelle L'Anomalie et l'auteur s'appelle Hervé Letellier. Je ne l'ai pas encore lu non plus parce que, comme toujours, on suit l'ordre. Et si je ne me trompe pas vraiment, c'est lui qui a été le gagnant du prix officiel. Et finalement, le dernier, c'est l'historiographie du royaume. C'est un livre de Maëlle Renoir et comme toujours, pas encore lu parce que c'est le dernier dans l'ordre officiel qu'on suit. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, il y a encore le temps de commencer à lire pour vous attraper. Comment vous faites? Parce que vous avez dit que vous êtes encore dans le premier. Il y a combien de temps pour lire le livre? Quelques mois, quelques semaines? Oui, 1 mois en moyenne, mais si quelqu'un pose la demande de je sais pas, de étendre cette durée-là, on le fait sans souci parce qu'on a beaucoup de temps pour lire. C'est jusqu'à novembre ou décembre. Au total, vous avez quoi? Une année pour lire? Non, pas une année complète. On a 11 mois. Non, c'est moins. C'est 9 mois, 8 mois, plus ou moins. Ah, mais c'est bon pour les 4 livres. Ouais, non, c'est super bon. Oui. Alors, j'ai 2 questions en fait. Diop, n'est-ce pas? Tu as parlé d'un auteur qui s'appelle Diop. Oui. Et je me suis souvenue de Anta Diop. En fait, c'est le Sénégalais. C'est de la même famille, peut-être, non? Est-ce que tu peux répéter le nom? C'est Anta Diop. C'est un Sénégalais du mouvement de la négritude. On a parlé un petit peu avec Raïssa, n'est-ce pas? C'est une personne super, super importante. Et Ousmane aussi, avec Aimé Ousmane aussi, on a parlé. Il est très important avec un groupe, n'est-ce pas, de personnes comme Aimé Césaire, comme France Fanon. Et quand tu as parlé le nom de l'auteur, je me suis, bien sûr, n'est-ce pas, souvenue. Je ne sais pas s'ils appartiennent à la même famille. Non, il est né à Paris. Par contre, David Diop, l'auteur du livre, il est né à Paris et je ne sais pas s'il a quelques degrés de parenté avec Anta Diop. Bon, c'est ma tâche. Après l'enregistrement, je vais chercher. Ouais. Une autre question en fait qui m'est venue, c'est... Mais par contre, seulement une chose. David Diop, il a passé une partie de sa jeunesse au Sénégal. Je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose là-dessous.
Un petit Ouais. Oui. cahier de retour au pays natal, peut-être. Ouais. Pardon, je voulais pas t'interrompre. Non, non, pas du tout. Euh, et je suis un peu curieuse pour savoir comment est-ce que vous faites. Enfin, bon, ce sont des livres qui sont publiés en France. Vous avez le livre en papier. Comment est-ce qu'on fait pour acheter, pour lire? Et ça, c'est pour l'accès, n'est-ce pas, d'autres personnes qui ne font pas partie du prix Goncourt, par exemple nous, parce que maintenant on a envie de lire. Comment est-ce qu'on fait? Ok, les étudiants des universités participantes, ont accès à la Culture Tech. C'est une bibliothèque virtuelle française. Et alors, on n'a pas besoin d'acheter le livre à cause de cela. Vous avez la version numérique. Oui, nous avons la version numérique. Nous utilisons la version numérique. Et on recommande aux élèves qui veulent participer aussi de s'abonner à la Culture Tech, si possible, pour lire les livres. Ah, c'est cool. Parfait. En fait, tu disais ça, que ça se passe dans plusieurs pays, plusieurs villes au Brésil et tout. À la fin de quelques années, ça donnera une très jolie étude sociologique peut-être sur les amours littéraires des pays. Par exemple, pourquoi la France a choisi un livre, le Brésil a choisi un autre, je ne sais pas, la Turquie a choisi un autre. Là, on peut même voir qu'est-ce qui motive les pays à lire, hein, quelles sont les passions littéraires de chaque pays. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, il y a un exemple. La première édition, c'est un exemple de ça parce que la France, elle a choisi comme prix littéraire. Je dis la France parce que je parle du Goncourt officiel, mais le prix Goncourt a choisi un livre dont je ne me souviens même pas le nom. Je vais essayer de chercher. Mais il y a ici chaque... OK. Il y a ici tous les lauréats. Je vais chercher le nom. OK. Le 2018, c'est le prix Goncourt. Le prix Goncourt a choisi des livres et on les a lus l'année suivante, 2019. Et ce livre qui a été choisi par le prix Goncourt en 2018 a été Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Mais tous les autres pays participants ont choisi Frères d'hommes de David Diop parce que tout le monde l'a considéré beaucoup mieux que ce livre-là, dont le nom, je me suis même oubliée. Et tous les autres pays, 100% d'autres pays que ce n'est pas la France? Wow. Oui, c'est pas à 100%, je peux dire 90%, mais voilà, ça a été une différence étonnante. Et ça dit beaucoup à propos du jury français et des autres parties du monde, n'est-ce pas, je pense. Oui, mais maintenant que tu as parlé des comparaisons des jurys, tu sais dire qui lit, qui est le jury français et qui est le jury étranger, ce sont des étudiants universitaires. Mais le jury français, c'est quoi? Ce sont des étudiants, ce sont des gens de l'Académie française, l'Académie des lettres, une chose comme ça. Non, on peut commencer en disant que ce sont des gens très âgés ou très âgés, avec des fonctions, ce sont des fonctionnaires, ce sont des gens du domaine des lettres, des académiciens. Sur le site d'Académie Goncourt, on peut trouver tous les participants, tous les membres de l'Académie avec de petits profils, mais il n'y a personne qui ait moins de 40 ans. 45 ans. Un petit peu plus, là, disons. Ouais. Donc, on peut dire que le choix Goncourt français, il est un peu cringe, quand même. Ouais, il est beaucoup plus que moi,
qui suis déjà beaucoup. Oui, non, non, Cringe. non. Moi aussi, je suis très cringe. En fait, nous sommes, hein, parce que Ouais. c'est Nous sommes 30 ans. tous. Oui, c'est bon. C'est étonnant même de savoir ça. Ça donne déjà une étude hein, pour les sociologues qui nous écoutent là. C'est déjà une étude. Vraiment, je trouve très intéressant d'étudier ça. Oui, Ouais, c'est un tous les bon hommes et tous les jurys n'habitent pas le Exactement. monde de la même façon. Exactement. J'irais dire ça en fait. Exactement. C'est un bon sujet pour l'auteur de Tous les hommes, etc. Jean-Paul Dubois, viens ici, on a un sujet pour toi. Oui, qui sait, hein, un jour, on va l'interviewer ici dans le podcast. On va commencer. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs? Tous les hommes lisent la littérature de la même manière dans le monde? Voilà. Voilà, parfait. Ouais, je pense que ça, hein, c'est le... Ah, donc si on veut y participer comme public externe, qui n'est pas universitaire, comme public pas officiel, comment on fait? Pour, par exemple, une personne qui nous écoute en ce moment, elle s'intéresse. Même moi, je pense que je m'intéresse en ce moment, je m'y intéresse. Comment on fait pour y participer? Bon, si vous voulez participer, vous venez sur la page Instagram qui s'appelle Goncourt Brésil UFMG. Goncourt Brésil UFMG. Et il y aura un lien vers le formulaire. Et au moment où vous remplissez ce formulaire-là avec vos informations, il est encore ouvert, mais au moment où vous remplissez ces formulaires, vous vous y inscrivez. Et d'ici une semaine, je pense, 2 maximum, on va fermer le formulaire et contacter tous ceux qui se sont inscrits. Alors, c'est l'heure. Hein? Non, une semaine, on va publier ça lundi. C'est possible par exemple, parce que les gens vont nous écouter pendant la semaine prochaine. Laissez Ouais, 2 jusqu'au semaines 2 alors. jusqu'au 2 août, peut-être. Oui. Comme ça, les gens Oui, peuvent nous écouter pendant la semaine prochaine et oui, la semaine du 26. On fait déjà la pub. oui, non, bien sûr. On laisse ouvert jusqu'au 2 août, sans souci. Voilà, parfait. Et pour ceux qui nous écoutent, on ne fait pas en direct les émissions, hein, donc on vous donne on va publier cet épisode le 26, donc vous aurez jusqu'au 2 pour vous inscrire. Mais une question, il y a juste l'Instagram, il n'y a pas autre moyen. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, ces formulaires n'est pas dans un email, une chose comme ça. Ah oui, bien sûr. Il y a notre mail aussi. C'est choixgoncourt@gmail.com. Voilà, juste pour ceux qui nous écoutent, Goncourt, Goncourt, hein? Parce que c'est en français déjà. Et UFMG, c'est exactement les sigles de l'Université fédérale de Minas Gerais, hein? UFMG. Voilà, donc Instagram ou email, hein? Profitez-en parce que je pense que en fait, c'est très, très beau ce que vous faites, hein. Déjà, je pense que c'est très différent. Donc, quelle est ta sensation, en fait, pour toi? Quelle est la différence de lire, même pour toi, qui est déjà une experte dans ce domaine de littérature, hein, quelle est la différence de lire seul un livre et lire dans un groupe, dans un club de lecture, lire pour discuter avec quelqu'un? Bon, lire pour discuter, pour moi, c'est toujours mieux parce que c'est comme si chaque œuvre s'ouvrait vraiment dans beaucoup plus de possibilités et de points de vue et d'alternatives que dans la lecture solitaire, dans la lecture seule. Alors, discuter avec les autres, c'est vraiment, moi, je trouve comme une action, un processus d'empathie avec l'autre et de prise de points de vue différentes.
qui nous rend plus humains, plus ouverts aussi, plus aptes à cohabiter avec les différences et comprendre la possibilité d'un monde différent. Ce n'est pas vraiment question d'adhérer à ces mondes différents, mais seulement comprendre qu'ils puissent exister, par exemple. Ah, parfait, c'est ça alors. Si on n'a pas envie d'y participer après ça, on n'aura jamais plus. Oui. Bon, je pense que sur le concours, c'est bon. Hein? Je pense que tu as déjà des questions, Lisa, sur le concours. Non, non, j'ai aimé en fait. Et Oui. c'est ça. Mais bon, on n'a pas encore fini. Hein? Continuez à nous écouter. En fait, on aime beaucoup parler des thèmes précis, mais on aime encore plus peut-être de parler de la vie, hein, que c'est pas précise, hein, comme dit Pesso. Hein. Donc, j'aimerais savoir en fait, Clara, je sais que tu aimes beaucoup les langues étrangères, hein, tu étudies beaucoup de langues. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a quelques années peut-être, je ne sais pas, avant le Covid au moins, tu étudiais le russe, hein? Et j'ai deux questions en fait à te poser. Hein. La première, combien de langues tu parles en ce moment? Et après, je sais que tu as fait un échange en Russie. Comment ça s'est passé? Ouais. Bon, toujours qu'on me demande combien de langues je parle, je considère seulement celles dans lesquelles je peux me débrouiller suffisamment pour demander de l'eau, de la nourriture et pas mourir de froid. Et pour pouvoir aller aux toilettes aussi. Si on considère cela, j'en parle 5. Une polyglotte. Oui, Ouais, troglodyte. Une troglodyte, oui. En fait, c'est polyglotte, vraiment, parce que, hein, n'est-ce pas? Oui, non, parfait. Et je me souviens, je suis allé dans ton pot de départ pour partir en Russie. Et je suis allé en fait parce que je me suis dit, bon, elle va en Russie, peut-être qu'elle va pas y retourner. Hein, parce que les choses en tant que pays capitaliste, les choses qu'on entend sur la Russie, c'est pas gentil, normalement. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça a été cette expérience? Ça a été une chose... comment ça a été l'expérience? Ça a été si extraordinaire comme on pense, que c'était un autre monde où il y a juste des êtres humains même qui parlent de merde comme nous-mêmes. Bon, il y en a toujours, hein. Il y a toujours des êtres humains qui parlent de merde comme nous, mais de merde dans une langue différente. Mais bon, j'ai simplement adoré la Russie. C'est un pays énorme. Ce sont des plus grandes villes, constructions et lieux et nature que j'ai jamais vues. Et même si le Brésil est vraiment gigantesque, la Russie encore plus. Alors, vraiment, les étendues là-bas étaient interminables. L'horizon n'avait jamais de fin et ça a été impressionnant. Et je suis restée dans une ville qui est très intéressante parce qu'elle a été construite au milieu de la Sibérie, tout proche d'une ville principale, de la plus grande ville de la Sibérie qui s'appelle Novosibirsk. Et cette petite ville où j'ai habité, s'appelle Akadiem Garadok, ce qui veut dire petit village académique ou académicien pour les académiciens. Ouais. Alors, c'est un village, c'est une ville pour l'université, pour les universitaires. Et ils l'ont construit au milieu de la forêt. Et d'une certaine façon, qui ne te permet pas de voir les bâtiments au-dessus des arbres parce que les bâtiments, ils sont toujours plus petits que les arbres. C'est impressionnant. Extraordinaire, ouais.
Ouais. Et ça a été, la ville a été construite pendant le plus grand essor de, de l'Union soviétique. Et alors, elle est restée comme un souvenir de cette période-là. Mais en même temps qu'on peut voir les désirs de puissance, c'est en même temps une ville un peu oubliée. Alors, c'est comme si tu rentrais dans les années 60-70. Tout semble très, très soviétique, très, je sais pas, très Union soviétique, même très communiste, Mon mais Dieu, c'était comme un dégradé en même film. temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais génial, les Russes sont super gentils, ils aiment bien recevoir les hôtes des hôtes et ils aiment bien accueillir les personnes. Ils boivent beaucoup, bien sûr. Les jeunes, principalement, mon Dieu, ce n'est pas possible de faire compagnie, d'accompagner ce niveau d'alcoolisme-là. Et je pense Et qu'on boit beaucoup au Brésil, en fait, de la bière, mais je sais pas qu'est-ce que vous pensez, hein, vous deux, mais je pense que dans les pays froids, je pense que les personnes boivent plus. Et le boisson, il est plus fort en général, la quantité d'alcool, n'est-ce pas? Je sais pas à cause même Oui, de, oui, je pense ouais, parce que la quantité d'alcool, ça nous chauffe en fait, hein. C'est différent de boire ouais. une gorgée de vodka et une gorgée de bière. Bière, c'est dilué dans je ne sais Mm. pas combien de litres d'eau, hein. Mais vodka, Bon, mais c'est pas du tout une règle, hein. La cachaça, par exemple, elle est produite au Brésil dans les régions les plus chaudes. ça fait. Mais bon. une chose étonnante, en Russie, on ne boit pas beaucoup de bière. Les boissons préférées aux boissons du genre vodka, etc., c'est le cidre. Et c'est délicieux. Parfois mieux que certains vins. Mm. C'est Oh, délicieux. J'imagine. ah, voilà. Mm. Donc, ça me fait penser directement aux nouvelles que j'ai lues il y a quelques semaines, que c'est Poutine. C'est le président s'appelle Poutine, hein, c'est ça. Comment Poutine. est-ce qu'on prononce, Clara? Euh, Poutine, en français, je ne sais Non, pas. non, non, un russe même. On s'en fout du français. Poutine. Oui, voilà, Poutine. Je pense qu'il, je pense, non, je sais, j'ai lu cette nouvelle qu'il a décidé d'appeler champagne et en fait, il a annulé parce que nous avons le mot champagne qu'on peut utiliser seulement avec les vins pétillants qui viennent de la région de la Champagne en France, hein. C'est un nom d'origine, hein, français. Et Oui. Poutine, il a décidé que dans le territoire russe, dorénavant, champagne, ce sont les vins pétillants produits dans la région de la Russie, pas les vins français. Et j'ai trouvé ça énorme. Je dis, ah oui, c'est ça, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux de mon pays, hein, je m'en fous. Voilà. Bon, la France, elle a entré avec une ressource dans les comment on dit, Organisation mondiale des commerces, OMC, et les choses comme ça. OMS, on est dans la pandémie, c'est tout OMS. Oui, OMC, il y a tout un bordel autour de ça, mais j'ai trouvé déjà énorme cette nouvelle qu'il a décidé de faire ça. Mais maintenant, je comprends. Donc, ils aiment ce type de boissons, un peu pétillant, comme le cidre, le champagne. Oui, le champagne a en plus une importance dans la culture russe. Toujours qu'il y a une fête, il faut y avoir du champagne. Ah bon? Ouais, C'est fou, hein? ouais. Mais je C'est sais pas étonné. jusqu'à à quel point c'est vraiment une influence de la France, parce que la Russie a été complètement culturellement dominée par la France pendant la plus grande partie du 18e, 19e et 20e siècle, jusqu'au moment où il y a eu vraiment la révolution et tout ça. Mais voilà, Pushkin, il est appelé l'initiateur de la langue russe, de la langue poétique en Russie, parce que les poètes, ils méprisaient la langue parlée russe.
ils méprisaient la langue nationale. Ils écrivaient plutôt en français et les nobles, ils parlaient entre eux et avec leurs enfants en français. Et c'est... Ça, c'est bizarre. Ouais. Non, mais maintenant, je comprends tout, hein. Au moment où j'ai lu cette nouvelle, je pensais que c'était juste une question de... Bon, c'est moi qui gouverne ici, je fais ce que je veux dans mon pays. Déjà, j'aime beaucoup ce type de choses, de commerce comme ça. Mais d'autre côté, c'est un peu ça même, hein, Bon, on produit notre propre vin pétillant, peut-être qu'il est mieux que celui des... Je sais pas, on aime plus que celui qui vient de France. Pourquoi pas l'appeler champagne? Une fois que tout le monde parle champagne. C'est une manière d'échapper à cette colonisation française quand même, hein. Ou cette colonisation, bon, si on dit colonisation, on pense à une chose plus physique, hein, mais cette colonisation culturelle française et capitaliste en même temps, hein. Si on va penser à une marque, Non, je suis tout à fait d'accord. voilà, c'est très, très cool, hein. Oui, je suis étonnée. Je n'aurais jamais imaginé cette influence de la France Bon, en Russie. Je ne sais pas, mais je pense que les Russes, ils sont super. Ils ont une personnalité. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, Tarkovsky, le metteur en scène. Il est russe, non? Tchaïkovski, oui. Oui, Tarkovsky. Oui. Oui, je pense que oui. Bon, le Oui, nom, et les écrivains, enfin, tout qui les finit avec poètes. Iski, je pense que c'est russe, hein. Peut-être à cause de Dostoïevski, hein, donc, Oui, non, il est né en Russie. Oui. voilà. Bon, en fait, dis-moi, une chose qui t'a... Bon, je vais te demander deux choses qui t'a étonné en Russie. Une, dans le sens positif, une chose qui t'a étonné, que t'a aimé, avoir cet étonnement. Et une autre chose qui t'a étonné, qui t'a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ok, est-ce que je peux raconter une troisième peut-être chose? Peut-être une troisième chose qui m'a beaucoup étonnée. C'est la chose qui m'a étonnée le plus dans tout mon voyage en Russie. J'étais, comme je vous ai dit, au milieu de la Sibérie. Si tu cherches une carte et tu tapes Novosibirsk, tu vas vraiment voir que la ville se trouve au milieu, au plein milieu de la Russie. Et j'étais là, au plein milieu de la Sibérie, et je marchais dans une rue, un beau après-midi de soleil. Premier étonnement, il y a fait beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur, mais je marchais au plein milieu de l'après-midi, une belle journée de soleil, le ciel était complètement bleu, et je sais pas, je buvais une cidre, peut-être, je parlais avec une amie, et tout d'un coup, je commençais à écouter. Da sapatilha 37, eu vou lembrar. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'écoute là? J'écoute du portugais du Brésil en plus, et j'écoute du forró au plein milieu de la Sibérie. Et la musique continue. La sapatilha 37, eu vou lembrar. Et je me tourne vers ma droite et je regarde une foule, genre 20-30 personnes qui dansaient du forró au plein milieu de la Russie. Non, non, non. C'est ça. Ouais. Ouais, le jour après, j'ai fait connaissance avec une jeune fille. Elle nous a demandé, une jeune fille russe, étudiante à la fac, elle nous a demandé, d'où venez-vous? Et moi, j'ai répondu, je viens du Brésil. Elle m'a dit, je sais danser forró. Est-ce que tu le sais aussi? Non, pardon, je ne sais pas. C'est ça. Oh, non, mais mon c'est Dieu, t'as grâce à traumatisé. l'Internet, quoi, parce que c'est impossible, ça. Hein? C'était un groupe que des Russes qui dansaient du forró. Ouais. Et tu es un Brésilien qui ne sait pas danser. Tu as traumatisé cette fille le reste de sa vie. Ouais, c'est ça. Elle a commencé à danser avec moi et je lui ai dit non, arrête vraiment.
Je, J'ai honte. Oui. j'ai honte de ce que je suis, de la brésilienne que je suis. Pardon. Peut-être t'aurais pas dit, bon, on change nos passeports, hein. Dorénavant, tu seras brésilienne et moi, je serai russe, quoi. Ouais. Non, ça Oui, a c'est été. comme des images qu'on voit sur Internet des Chinois qui font du pagode, par exemple, ou de la samba, n'est-ce pas? Ils jouent comme ça et c'est super. C'est comme si c'était des Brésiliens. Oui. Ah non, j'aime ça. Et en fait, T'as fait une vidéo ou t'as pris des photos? Parce que c'est Non, incroyable. Tu peux viraliser sur Internet avec cela. ouais, voilà, je n'ai pas pris de photos, je n'ai pas enregistré de vidéos et maintenant je passe pour menteuse parfois parce que je raconte cela aux gens, elles me regardent et me disent non, c'est pas possible que ça soit vrai. Non. Oui. Tu rigoles là, tu te fous de ma gueule, ce n'est pas possible. il y avait pas encore des TikTok, hein, sinon tu gagnerais un dollar en ce moment. Ouais. TikTok. Non, C'est quoi ça? C'est Falaman, ça, n'est-ce pas? Ah, je sais pas, Non. mais je connais. Non, j'écoute cette chanson depuis que je suis petit, quoi. Mais... Mais, en fait, j'aimerais juste parler une petite chose sur ça. Euh, que c'est étonnant, en fait, quand on est tellement étonné quand on écoute quelqu'un chanter un style vraiment brésilien, comme un forró, pagode, du samba, euh, que c'est un peu triste, en fait, parce qu'on est tellement colonisé qu'on pense que les gens ne peuvent pas aimer notre culture ailleurs, hein. Parce que je sais pas, je pense que une personne qui chante du rock partout dans le monde, c'est pas une chose si étonnante. C'est du rock, quoi. Tout le monde aime le rock. Je suis nord-américain, je suis né aux États-Unis, donc tout le monde aime ma culture. Et la même chose peut-être avec la chanson française. Mais nous, en tant que Brésiliens, quand on écoute un tout petit peu, une petite trace de notre culture, on pense que c'est une chose absurde. Mais quand même, si je serais russe, j'aimerais beaucoup écouter un forró, un samba, un Ouais. pagode. Parce que c'est en plus de la bonne musique, n'est-ce pas? La musique brésilienne est vraiment très, très bonne, de très bonne qualité. Et il y a une autre histoire associée à cela qui a tout à voir avec cette histoire-là. C'est une jeune fille italienne. Elle fêtait son anniversaire en Russie. Et moi, elle était très jeune, 19 ans. C'était un tout petit bébé et on l'a adoptée pour notre groupe. Et j'ai proposé à tous les autres élèves de chanter Joyeux anniversaire, chacun dans sa langue maternelle. Et on a commencé avec les Russes, les Suédois, les Américains, je sais pas, les Italiens. Il y avait des Chinois, des Coréens, alors toutes les nationalités y étaient représentées. Et au moment, j'étais la seule brésilienne dans ces moments-là. Et au moment où j'ai commencé à chanter Parabéns para você, une fille italienne et une nord-américaine se sont levées, elles ont chanté avec moi Parabéns para você en portugais. Wow. Et moi, je les regardais, je disais non, mais c'est mon moment. Excusez-moi, mais c'est moi la brésilienne. Et à la fin, je leur ai posé la question, mais comment est-ce que vous savez chanter Parabéns para você en portugais? Et l'autre fille italienne qui chantait, elle m'a dit, il y a toujours un Brésilien. Et ils sont amis avec tout le monde. Et c'est ça. Voilà. Et notre joyeux anniversaire, c'est très particulier, hein. C'est une parole très complexe, en fait. Oui. Tu as chanté avec tout, Big, 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 et Ora, Hatimbu et tout. Non. Seulement la version classique. La version qui a déjà une version assez complète si on compare avec la version française et américaine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr.
Oui, alors, et je sais que tu as beaucoup de projets, mais raconte-nous, quels sont tes projets pour l'avenir? Bon, j'espère rester à la fac pour toujours. Alors, je vais essayer d'obtenir un doctorat aussi, de faire mon doctorat. Je ne sais pas où. Si je ne réussis pas cette année de 2021, je vais essayer encore une fois, 2022, et cette fois-là, partout dans le monde, en Russie, en Allemagne, en France, aux États-Unis, où on parle l'une des 5 langues que je parle, j'essaierai en essayant de faire mon doctorat. Et c'est ça. Ah, c'est cool. Non, parfait. Et tu finiras ton master cette année? Ouais, peut-être peut-être au début de l'année prochaine, mais ouais, Non, oui. j'espère que tout se passe bien et que je le finis cette année. Mais comment ça marche, faire un master en temps de pandémie? C'est triste de n'avoir pas le contact avec les autres étudiants en salle de classe, mais c'est quand même très, très utile d'avoir tellement de temps disponible pour mes lectures. Et je pense que j'en ai beaucoup profité, alors ça va. C'est cool. Alors, on commence à arriver à la fin du podcast et je voudrais, on fait toujours une question, presque une dernière question, que c'est, il y a une question qu'on n'a pas faite et que tu veux répondre? Wow! Si j'étais un genre de crème glacée, quel genre, quel Je parfum, serais, oui. quel parfum de crème glacée je serais? Cette question, elle est très importante et je la pose toujours aux gens dont je fais connaissance. Ah, parfait. Alors, Clara, dis-moi une chose. Si tu étais un parfum de crème glacée, quel parfum de crème glacée tu serais? Euh, je, je réponds toujours la même chose, pistache. C'est ça. Ah, j'aimerais beaucoup te manger, hein. J'adore la pistache. Merci, merci Adrien. J'ai pas pensé ça un peu malin. J'aime la pistache. J'aime Clara, j'aime la pistache. Bravo, bravo, tu m'as donné une idée, hein, pour, enfin, arrête, c'est le moment, on arrive à la fin, on ne peut plus continuer. Alors, allez-y, Adrien. Pardon. Et toi, Adrien? Mais non, mais pourquoi la pistache? Bon, parce que ce n'est pas tout le monde qui l'aime, mais ceux qui l'aiment veulent vraiment la manger. Voilà, c'est pas de ma faute, Louisa. J'ai juste exprimé cet amour que Clara vient de dire. Alors, c'est fini. Non, pas du tout. Quel Bon, parfum tu serais, Louisa? moi, non, mais je suis du signe de Gémeaux, donc je suis toujours en doute. C'est le plus difficile, c'est choisir. Mais je sais pas, j'aime le chocolat, c'est une passion mondiale. Non, Et c'est pas ce j'aime que tu aimes, la question. la noix de coco. Qu'est-ce que tu serais? C'est pas ce que tu aimes. Peut-être que tu ne t'aimes pas, mais tu as un parfum quand même. Ah bon, non, mais arrête, parce que sinon on philosophe trop, hein. On pourrait dire que chaque homme, c'est un parfum de glace différente dans chaque partie du monde. Je sais pas. Voilà, ça c'est une bonne question aussi parce que je ne serais pas pistache, je pense, dans tous les pays. Il y a des pays où c'est mieux d'être un autre parfum que celui que j'aime bien au Brésil. Ah, Voilà. alors je sais, j'aime le maïs, donc je pense que je serais parfum maïs.
Wow. Mais je pense Ok. que c'est un parfum assez complexe, en fait. Ouais, ça dit beaucoup à propos de ta personnalité, je pense. Être une glace au parfum de maïs, c'est quand même très différent et très étonnant en tant que personnalité. Tout à fait. Ah bon, je me trouve super normale. Ah bon, Rien tu de connais combien de spécial. personnes qui te disent, ah, tiens, wow, en ce moment, j'ai un besoin de manger une glace de maïs, hein. C'est c'est pas comme ça, un maïs, on ne trouve pas à chaque coin. Oui, c'est vrai, mais j'aime. Ouais. Bon, alors, on y va, on y va. Et toi, Adrien, pour finir? Oui, je suis très con, hein. J'aurais pu réfléchir en ce moment, mais je n'ai pas fait. Parce que tu as utilisé toute ta créativité avec les bêtises, hein? Ça nous consomme, hein. Ça me consomme tellement de parler de métier que c'est terrible. Euh, je pense que j'aimerais être la glace raisin sec. Comment ça s'appelle? Oran. Au rhum, oui. Comment ça s'appelle? C'est ça même, hein? Oui, Je ne sais pas si ça existe partout dans le monde, mais ici au Brésil, il existe une glace qui s'appelle raisin sec au rhum. oui. C'est ça, c'est du rhum. Je pense que c'est une glace de crème, hein, avec du rhum et du raisin sec. C'est ça. Ouais, ça fait, ça fait un petit peu âgé, n'est-ce pas? Oui, je Un jeune suis monsieur. Ouais, un jeune cringe, monsieur. total cringe. Oui, total. C'est pas pour les enfants, hein? Donc, Non. et les bêtises non plus, hein? Parce que Est-ce que vous mettez un signe plus 18 avant le pour le début du podcast, podcast? Oui, oui, pour c'est le important, podcast. hein? Bonne Ouais. idée, bonne idée, bonne idée. On va faire cela. Bon, pour moi, non, il n'y a pas de signe plus 18 ans dans une glacerie, là. Seulement les gens qui ont plus de 18 ans peuvent manger les rhums, la glace des rhums, hein. Il n'y a pas ça. Donc, le podcast non plus, je pense. Mais voilà, ça a été bon comme Alors, question, hein. J'avais jamais pensé, j'ai jamais pensé moi-même comme une glace. Super. Bon, Clara, bon, je pense que pour nous, on passerait des heures ici, hein, en se parlant, mais ça sera pénible peut-être pour nos auditeurs, hein, je sais pas. et pour elle aussi, parce qu'elle a beaucoup de travail, beaucoup de projets toujours, 24 heures pour cette fille, c'est rien. Donc, on Voilà. va finir, on va fermer l'ordinateur, elle va continuer à travailler, à lire des livres, boire du thé, à nourrir les chats et arroser les Malheureusement, plantes. malheureusement, il faut que je dise que tu as raison. Il faut que je finisse un livre. Ah oui, exactement. Non, Voilà, mais je c'est connais ça. bien, donc. Elle fait pas juste un doctorat, elle veut participer dans un concours pour lire 4 livres supplémentaires et discuter avec d'autres, hein. Mais elle a été Oui, toujours comme ça, je pense. Et étudier une nouvelle langue étrangère, probablement. voilà. Oui. Bon, mais bon, toujours on pose une dernière question qui, en fait, on utilise après sur notre Instagram, hein, on aime beaucoup indiquer ça à nos auditeurs. Qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui, Clara? Comment tu peux farcir notre pain français, oh bon, notre pain français aujourd'hui, hein? C'est-à-dire, indiquez-nous une lecture, une série, un film, un podcast pour nos auditeurs et pour moi et Louisa aussi. Ok. Je vais parler justement du livre que je vais finir aujourd'hui parce qu'il m'a beaucoup amusé. Ça s'appelle As Metamorphoses de Burro de Ouro, de Apuleio. Et je le lis pour une discipline de la fac de littérature latine. Et j'ai commencé la lecture en pensant que c'était seulement
encore un livre de l'Antiquité latine, mais c'est très, très intéressant, c'est très drôle et c'est très bon comme lecture. Je l'ai fini dans 2 jours. C'est ça. Je l'ai commencé hier et je finis aujourd'hui parce que je ne pouvais pas laisser tomber la lecture. Je continuais chaque page l'une après l'autre parce que c'est très intéressant. C'est vraiment Apuleio a été quelqu'un qui a su comment raconter une bonne histoire. Et c'est ça. Oui, c'est le livre de Jacinto, non? Non, celui-ci a été traduit par Sandre Bianchi. Elle est aussi prof à la fac de lettres. Et l'original, c'est en latin. Oui, latin. Et En faire-nous latin. une traduction spontanée en français là, ce serait quoi? Bon, il est un petit peu vulgaire. Je ne sais pas si... Non, ça marche, il y a pas de... C'est moi qui fais la censure et ma censure, ça n'existe pas. Je vais essayer alors de trouver l'histoire de... Non, juste le titre même. Comment ça serait en français? D'accord, c'est Les Métamorphoses d'un âne d'or de Apuleio. Apuleio, c'est l'auteur. L'auteur, oui. Les Ouais. Métamorphoses d'un âne d'or. Bon, pour ceux qui sont francophones et nous écouter, vous pouvez chercher plus ou moins ça au Google. Ils vont te donner, sûrement, il va te donner le nom correct en français. Une fois que c'est littérature latine, je pense qu'il y a une version française, hein, c'est presque sûr. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Voilà, mais Ouais. on va lire en portugais. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ça a été un énorme plaisir même. J'ai beaucoup aimé être ici avec vous aujourd'hui. Et on se voit à la prochaine. Peut-être que Clara, je sais qu'elle fait bien la cuisine. Peut-être pour participer dans Cuisiner avec nous. Ouais. À notre C'est déjà une invitation. Ouais, Voilà. je l'accepte, bien sûr. Ah, voilà. Bon, merci beaucoup à tout le monde qui nous a accompagnés jusqu'à ce moment. Et à la prochaine. Ciao. À la Bisous. prochaine. À la prochaine. Merci. Voilà. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.